Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle émission Dans ta bulle. On vous parle de nos lectures du mois, de nos coups de cœur en comics et en BD, et même plus si affinité, parce que Marceau vous a préparé une petite surprise pour cet épisode. Du coup, voilà. On se retrouve encore avec Marceau, libraire à librairie Canal BD. Toujours, ouais. Encore, il était un peu violent. Ouais, ok, d'accord. Il sera toujours là. Je suis trop contente. Après, peut-être qu'on aura des petits guests et tout, mais ouais, équipe solide pour parler des lectures et puis vous donner envie de découvrir des titres si vous n'avez pas eu l'occasion. Donc, des fois, peut-être des titres un peu plus mainstream. Là, clairement, pour ce mois de février, on a le gros coup de cœur d'à peu près, je pense, la moitié de la planète. C'est ça. Et ce titre-là, moi, je n'ai pas eu encore le temps de le lire, mais j'ai vu que des bonnes critiques. Ouais. Et puis Chip Zdarsky fait vraiment des très belles choses. Je vous parlerai notamment des titres que j'ai pu lire en avance là pour Canal BD pour le mois de mars sur New Burn aussi. Je sais pas si tu l'as lu. Ouais. Ça, vraiment très très bon comme titre. Donc on commence par toi. De quoi tu as envie de nous parler? Justement, du coup, je vais commencer par Batman Dark City. Parfait. Alors c'est Chip Zdarsky, le scénariste de Daredevil, qui a longtemps fait un long run sur Daredevil chez Marvel. Très là, bon. Il passe chez son alter ego du côté de DC, donc chez Batman. Et sur la série principale Batman, on est vraiment dans la continuité Infinite. Du coup, il prend la relève de justement James Tynion The Force, dont on va parler un tout petit peu plus tard. Et au dessin, c'est toujours George Jiménez qui lui continue sur la série, qui fait toujours un taf exceptionnel. Chip Zdarsky débarque assez en force, qui redébarque du coup avec un numéro 1 pour relancer un peu une nouvelle dynamique chez le Chevalier Noir. Et en fait, ça va être un récit très sombre. On a l'habitude chez Batman, mais où Batman va être, et Bruce Wayne surtout, va être confronté face à ses propres contradictions. Il va se demander jusqu'où est-ce qu'il peut aller en tant que justicier. Est-ce que des fois il va pas un peu trop loin? On retrouve ça aussi dans ce run avec Daredevil. Hein. C'est un peu la manière de penser de Chip Zdarsky aussi sur ses persos. C'est ça, ouais. Il y a tout un propos sur qu'est-ce que ça implique d'être un justicier. Quand on n'a pas de pouvoir, est-ce qu'on est légitime finalement à aller péter des gueules la nuit, péter des gueules de gens qui n'ont pas forcément eu la vie qu'ils auraient dû avoir. Ouais. Il y a tout un propos là-dessus qui est vraiment, vraiment très intéressant. Est-ce qu'il sauve vraiment Gotham ou pas? C'est ça. Est-ce qu'il est bénéfique finalement? Est-ce que son effet est positif? Est-ce qu'il fait pas finalement partie d'un grand tout qui est néfaste pour tout le monde? Ça, c'est des choses que d'autres scénaristes ont essayé d'aborder aussi sur Batman. C'est ça, notamment Sean Murphy pour White Knight. C'est ça. Ou même récemment, le run n'est pas forcément fou, le comics plutôt, mais Batman la dernière Sentinelle, où ils essayaient un peu de parler de cette thématique, qui n'est pas forcément facile, parce que tu peux tomber dans un truc très classique de dire, oui, non, je mérite pas, mais oui, je dois le faire quand même, parce que c'est ma destinée, tu vois. C'est ça, tout à fait. Puis tu as quand même les références à Watchmen qui planent au-dessus de tout, et dont on sait que ça atteindra jamais la qualité d'un Watchmen, mais il y a quand même vraiment des très très bons trucs dans ce Batman de Chip Zdarsky. C'est un récit, en plus vous pouvez prendre à partir d'ici, il n'y a pas besoin d'avoir lu tout ce qui s'est passé avant chez les Rebirth, chez les Infinite. Vous pouvez commencer à partir d'ici. Donc si jamais vous avez un peu décroché de Batman parce que le run d'avant vous ennuyez, là franchement c'est une bonne occasion de redémarrer. Moi j'avoue que j'avais un peu décroché de Batman le run de Tom King, sur un peu après Tom King, à partir de Joker War. Ah oui, le Joker War, ouais. Et tout ce qui était Batman Infinite, en fait, la série principale Batman Infinite m'avait fait un peu décrocher, alors que j'aimais beaucoup Batman Detective Infinite, qui était très bonne, mais la série principale m'avait un peu ennuyé. Et là, franchement, ça me redonne je l'ai même oublié, là. Finalement, tu vois, je l'ai vraiment pas en tête. Detective Comics est plutôt cool. Après, même globalement sur les runs Infinite, t'as des choses très intéressantes au niveau de la série sur Harley Quinn, le Robin, les deux premiers tomes, parce que le dernier tome est pas fantastique. Je sais pas si t'as pu le lire, mais c'était pas incroyable. Les Nightwing aussi sont vraiment... Le Nightwing, voilà, que Bruno Redondo qui est au dessin, qui a reçu un prix avec Tom Taylor, si je dis pas de bêtises. Donc trop cool. Et là, Georges Jiménez qui était à Angoulême cette année, qui nous fait toujours un travail d'exception. Vraiment,
Graphiquement, c'est très très bien. Il y a des planches magnifiques. Et non, vraiment très très bonne pioche pour ce Batman Dark City. J'ai pu le rencontrer du coup à Angoulême. Donc c'était vraiment très très cool. Il n'était pas du tout destiné à être dessinateur. Okay. À la base, il voulait être prof de sport. Okay. D'où le fait que le monsieur a une musculature assez importante. En fait, il gribouillait comme ça sur l'ordinateur. Et puis finalement, il s'est dit qu'il allait se lancer dessus. Donc il est principalement en digital. Mais on dirait pas. Non, vraiment, il a un travail assez précis, assez net, où j'ai été plutôt surprise de voir qu'il était plus digital que tradi, donc traditionnel au crayon et digital au niveau de la tablette. Mais non, artiste vraiment qui ne fait que évoluer et qui a été reconnu avec le run de Super Sons. Donc l'histoire de l'enfant de Superman et de l'enfant de Batman. On continue en comics, tu l'as mentionné tout à l'heure, avec James Tynion Ford, au dessin Alvaro Martinez. Donc ces deux hommes-là étaient aussi à Angoulême, où j'ai pu aussi les interviewer en podcast, que ce soit pour mon podcast ou avec la team de Batman Legend. Donc, avec Batman Legend, on a abordé tous leurs travaux autour de Batman. Et donc cette fois-ci, James Tynion Ford, il revient avec donc ce tome-là. Il y aura un deuxième tome uniquement. La série sera complète avec ces deux tomes. On est sur l'édition d'Urban Comics assez grande, franco-belge pour laisser de la place au dessin, où Alvaro Martinez. Là, je commence par le dessin, je suis obligée parce qu'on a fait un club de lecture il n'y a pas longtemps et c'est vraiment la chose qui est ressortie. Les planches sont incroyables. Il a une vraie évolution depuis qu'il s'est lancé sur du Batman. Il a fait beaucoup de Batman. Il est un peu fatigué d'en faire. Je pense que là, il a pris plaisir. Il travaille depuis longtemps avec James Tynion Ford. La collaboration commence à durer. Et donc, il y a eu un réel échange. Donc, lui s'est senti beaucoup plus libre aussi de pouvoir tester des choses. C'est toujours plus facile de tester des choses sur de l'indé que sur des grands persos comme Batman. Pour le pitch, on va suivre Walter. Au début, on ne sait pas trop qui c'est. Il a plusieurs amis et puis il invite sa bande d'amis. Il s'est créé vraiment des personnes à qui il a confiance. Chaque personne est représentée par un petit logo que vous voyez juste devant. Donc, il y en a un qui va être le peintre, il y en a un qui va être l'artiste, le comédien. Et donc, on comprend pas trop pourquoi ils sont tous rassemblés là-dedans. Tu te dis que ça va être des vacances incroyables, la maison est sublime, il y a une piscine, il y a un jardin, enfin voilà, le domaine est assez énorme, jusqu'à ce qu'ils posent la question, et toi tu l'imagines comment à la fin du monde, et le récit découle de là. Walter n'est pas vraiment ce qu'il a pris dans du net pendant des années. On ne sait pas vraiment ce qu'il est. Est-ce que c'est un alien, un extraterrestre? Et tout au long du comics, on ne peut pas répondre à cette question, et ça c'est vraiment incroyable. Et de là démarre la révélation, c'est que la fin du monde existe. Eux, ils l'apprennent au niveau des réseaux sociaux. Donc, il y a vraiment une double page où il y a tous les extraits de Twitter, d'Instagram, de Twitch, et ça paraît extrêmement réel. En plus, il l'a écrit pendant le Covid, donc quand ils arrivent dans la maison, ils ont pris l'avion, enfin, on ne sait pas trop comment ils arrivent là-dedans, là encore c'est très mystérieux, ils ont le masque, ils ont dit qu'ils ont passé des tests, donc voilà, il y a un côté très anxiogène, mais qui fonctionne incroyablement bien. Donc l'identification, elle est totale, parce qu'on se dit, mais comment moi je réagirais? Et donc de la part, parce que comment ils réagissent, et chacun ont des comportements très différents. Il y en a qui juste on va profiter de toute façon. Il y en a qui partent en colère pas possible, le désespoir, l'émotion, donc voilà, plein d'émotions, et surtout des sous-intrigues. Donc faut pas se dire voilà, c'est juste des gens qui sont emprisonnés pour un concept un peu de film d'horreur très classique, tu sais, où il y en a un par un, ils vont mourir, mais c'est même pas ça. Parce qu'à un moment donné, une autre révélation, j'ai vraiment pas envie de spoiler, mais c'est vraiment incroyable. Et donc, Walter va revenir. Et c'est comment ils vont réussir à gérer cette fin du monde, avec des passages en avant et en après. C'est-à-dire qu'à chaque introduction de chapitre, on a un des personnages de la bande qui est, on sait pas, peut-être des années après, on sait qu'il s'est passé quelque chose de bizarre. À chaque fois, les planches, il y a du feu derrière, ils sont blessés. Et ça vraiment, ça interroge à chaque fois. Chaque planche est signe d'interrogation. Il y a des petites références aussi, parce qu'on arrive vraiment au passé, vraiment à la jeunesse de Walter, quand il a rencontré ses bandes d'amis, parce que là, on est sur une bande d'amis, ça fait peut-être, je sais pas, 10-15 ans qu'ils se connaissent. Il y a des petites références dans leur chambre où tu vois des détectives comics, du Batman, tu les as vus aussi. Ah ouais, les planches sont incroyables, vraiment des détails, ça. C'est un comics qui mérite de se relire plusieurs fois. Il y a vraiment plusieurs lectures au club de lecture. Quand on en a parlé, il y avait des choses où on n'avait même pas encore la réponse. Et si on les a pas au tome 2, c'est pas vraiment très grave, tu vois, parce qu'il arrive
réussi à nous titiller, à nous emmener. Moi, c'est un thème, en plus, la fin du monde, je t'avoue, tout ce qui est les films sur ça, je m'en fiche. Vraiment, c'est pas un sujet qui me plaît, donc au début, j'étais pas trop hypée et finalement, ça se déguste. C'est vraiment un must-have. La critique est plutôt dithyrambique sur ce titre-là. Je suis tout à fait d'accord. James Tynion The Force prouve qu'il est vraiment un auteur indépendant majeur. Son autre série phare, un peu The Department of Truth, cartonne aussi. Là, on est un peu dans la même veine d'une intrigue, un peu un tiroir. On va chercher à démêler le vrai du faux. Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas. On s'amuse à chercher des indices dans tout ce que nous laissent voir les planches. C'est vraiment très très bien, et effectivement le dessin, il y a des planches incroyables, vraiment assez folles graphiquement dans les personnages, dans les décors. C'est vraiment très très impressionnant ce que le duo arrive à nous faire. On a l'impression qu'ils travaillent en totale symbiose, genre le dessin et le texte se répondent parfaitement l'un à l'autre. Et effectivement, il y a la page dont tu parlais là sur où on nous apprend on apprend la fin du monde. Il y a quelque chose de très cinématographique, on dirait comme les cutscenes au ciné où on enchaîne plein de petits extraits. Là, on est vraiment dans quelque chose de très très impressionnant au niveau du comics, et l'idée que on sache déjà que l'histoire sera finie en 2 tomes, qu'on aura une vraie fin, c'est en peu de chapitres finalement par rapport à d'autres comics. C'est assez impressionnant d'avoir réussi à créer une intrigue aussi concise, aussi précise et avec cette ampleur. Donc franchement, après, très, très c'est un concept qui tend à évoluer aussi. Je pense que c'est pas que ça se perd les runs sur le long terme, mais tu vois, tout à l'heure je mentionnais Tom King, on est sur son run à 9 ou 10 tomes, ça s'essouffle pas mal. Il y a parmi les titres, tu en oublies en fait. Il y a même des sous-intrigues qui sont vraiment pas très importante, et au final le personnage il s'étire, il en perd en consistance et en profondeur. Donc, et puis les personnes aussi ont moins les moyens, tu vois, même toutes les séries Infinite, on parlait tout à l'heure de Batman, il y en a énormément. Si tu veux toutes les suivre, sachant qu'elles sont connectées. Si vous lisez par exemple du Harley Quinn, tu retrouves un peu du Harley Quinn dans le Detective Comics. De même pour le Nightwing qui fait en lien, notamment l'un des persos qui n'a pas sa série, et je trouve ça dommage, c'est Batgirl, qui n'a pas son run, et ça fait un moment qu'on n'a pas eu de run sur elle, mais elle apparaît dans tous les récits et elle évolue dans tous les runs Infinite. Mais bon, je peux en parler pendant des heures, donc ce n'est pas le sujet. On embraye du coup avec ta deuxième lecture. Ouais, moi c'est une bande dessinée d'un auteur qui s'appelle Serra. Serra, c'est un auteur qui est d'origine cambodgienne, et du coup dans L'âme au bord des cheveux, qui est une expression cambodgienne qui veut dire, en gros en français pour nous, c'est être mort de peur. Il va raconter l'histoire du Cambodge depuis la guerre du Vietnam et l'arrivée des Khmers rouges dans le pays. Donc on va vraiment c'est vraiment un reportage. C'est vraiment presque de la vulgarisation historique. On va voir comment est-ce que la guerre du Vietnam et l'invasion par les Américains de la guerre du Vietnam a déclenché plein de trucs qui sont passés au Cambodge. On va voir comment les Khmers rouges ont décimé une grosse partie de la population du pays. On va suivre à la fois le récit de son point de vue à lui, dont les parents ont émigré, et aussi on va suivre un point de vue plus global de l'histoire du pays. Comment est-ce que politiquement ça se passe à l'intérieur, quelles sont les populations visées. On va voir les grandes dates de l'histoire de la guerre du Vietnam, de la guerre du Cambodge. C'est vraiment un récit très 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 poignant. Il y a eu beaucoup en plus des récits sur cette guerre. Sur cette guerre-là, non. Sur l'arrivée des Khmers au Cambodge, non, il y a pas eu mal de trucs sur la guerre du Vietnam, mais pas sur les répercussions sur les pays d'à côté. C'est vraiment un récit hyper poignant, quoi. Il faut s'accrocher parce qu'il y a des planches assez dures, parce qu'il n'y a pas la distance de quand on lit une BD fictionnelle où on se dit non, c'est que de la fiction. Là, on sait que tout ce qui nous est raconté dans ces pages est vraiment arrivé. Il y a des trucs vraiment vraiment assez durs. Il y a du sujet sensible, le viol en temps de guerre, les choses comme ça qui sont. Donc voilà, faut être un peu prévenu. Mais par contre, c'est vraiment très très instructif. C'est incroyable. Graphiquement, il y a un côté très sombre dans le dessin, et en même temps, on n'allait pas faire un truc très très coloré pour parler de ce sujet-là.
Mais c'est très condensé aussi, c'est intéressant de pouvoir se dire qu'on peut avoir une note historique, en apprendre un peu plus, et pas forcément pour ceux qui n'ont pas envie de lire un essai, ce que je peux comprendre, hein, par manque de temps ou manque d'envie, d'en savoir plus sur cette gars-là, avec quelques pages. On est sur quoi? On est sur une 150aine de pages. Ouais. C'est ça. Et ouais, non, franchement, une très 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 bonne pioche. N'hésitez pas à le lire si vous vous intéressez un peu à cette histoire-là, parce qu'il y a pas mal de choses, et c'est en même temps un récit très personnel de l'auteur, et c'est un récit à lire, je pense. Ok, super, trop bien. Bon, bah, du coup, moi, je vais aller sur quelque chose d'un peu plus léger. Et encore, quoique ça parle de pas mal de thématiques un peu lourdes. La Contrebande de Forest Hill, donc c'est de Dave Baker et Nicolas Gou, qui est édité aux éditions Sarbacane. Donc, on va suivre 4 copines, Kelly, Brooke, Maggie et Melissa. Donc, des copines assez proches, très différentes. On a des personnalités qui des fois s'opposent un petit peu. Elles ont envie d'aller acheter des DVD piratés des films Miyazaki, parce que tu en as une qui est fan des films des Miyazaki. Finalement, elle se trompe. L'un des DVD n'est pas du tout sur le film de Miyazaki, en le mettant en faisant une soirée pizza comme elles ont l'habitude de le faire. C'est un film qui s'appelle Super Love XL, où on a une sorte de femme méca avec des seins énormes qui projettent des choses avec ses seins. Et là, elles disent « Oh là là, c'est un peu bizarre ». Alors pourquoi elles sont autant choquées? Il faut savoir qu'à Forest Hill, c'est une ville où tout est concentré au niveau de l'éducation religieuse et au niveau de l'école catholique. Et donc, évidemment, ça fait un peu bizarre. Il y en a certaines qui se disent « Mais waouh, j'ai jamais vu ce film-là ». Donc, on n'est pas sur un film complètement porno, mais voilà, il y a des suggestions qui font que elles n'ont pas l'habitude. Elles ont envie de se faire un peu de sous, et puis au détour d'une discussion dans leur petit lieu favori, donc une sorte de cafétéria au sein même de la ville, au final, les mecs, ils ont bien envie de se taper ce genre de film-là, voire des meufs aussi. On va faire des copies de ce DVD-là, on va les vendre. Et on va voir combien on peut toucher d'argent, et un peu chambouler tout le système de Forest Hill. À travers cette histoire, il y a aussi l'histoire personnelle de chacune des filles qui vivent des traumatismes assez différents. Ça parle de suicide, ça parle d'harcèlement scolaire, ça parle de pilosité. Là, c'est un récit qui est très 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 gourmand, où on a vraiment sur la présentation des personnages, on a le perso et on a plein de détails. Tu sais, c'est comme si tu avais des bulles de pensée. En fait, je pense ça, nanana. Et même au cours de l'histoire, tu en as une comme ça qui va popper, et tu vas avoir une petite bulle en disant « Mais non, j'aurais peut-être dû dire ça ». Tu as l'une des filles qui est lesbienne et qui est amoureuse d'une des filles du groupe, et elle n'arrive pas à lui dire. Enfin voilà, il y a quelque chose... C'est pas sombre, c'est assez puissant. Okay. Comme récit, ça se lit super vite, la colorisation est assez incroyable. Donc là, vous avez un peu le ton des couleurs, donc on est quelque chose de très pastel. On n'a pas énormément de palettes non plus, mais ça fait vraiment le job. Le dessin de Nicole Gou est très très beau et très très rond, apporte vraiment une belle rondeur et un peu plus de légèreté aussi à ce récit, qui peut être pas forcément dur, on n'est vraiment pas sur le même registre, mais qui peut être pertinent, notamment un des persos, je crois que c'est Kei, peut-être si je dis pas de bêtises, qui vraiment a du mal avec les poils qu'elle a, et que ça questionne un fait qui est d'autant plus sociétal aujourd'hui, et qui est vraiment très contemporain des questions qu'on peut se poser. Donc ouais, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. À partir de quel âge on peut le lire? Tu penses que ce dont tu parles, ça fait un peu penser à un récit plutôt orienté vers l'adolescence? Je pense qu'on peut le mettre dans le young adult. Je pense vraiment, donc le young adult est réservé à des... en termes anglais, si on traduit, c'est des personnes jeunes, donc adolescents, ouais, peut-être un 12 ans. Peut-être un 12-13 ans. Ouais, parce que c'est pas frontal non plus. Ouais. Au niveau de l'harcèlement scolaire, c'est suggéré. Il y en a une qui le vit pas bien. Il y en a une qui est amoureuse d'un mec et qui arrive pas à lui dire. Et donc, du coup, on suit son évolution, et ça peut être intéressant parce qu'elle essaye d'un peu plus prendre confiance en elle. Même au niveau des corps, on a des corps différents. Donc, on a une fille noire, on a une fille qui est un peu plus ronde, une fille qui est très, très mince. Donc, ça, c'est très important aussi pour l'identification. Donc, ça, je voudrais qu'ils le lisent le plus tôt possible, quoi. Donc ouais, à partir de 12 ans, je pense. Super, c'est cool parce que ça donne des idées pour des BD à mettre entre les mains d'adolescents qui sont un peu plus inclusifs, qui essayent de parler de sujets de société de manière assez cool, assez décomplexée. Du coup, ça peut être cool de lire ça quand t'es ado, ouais. Ouais, puis il y a un côté un peu satirique sur le fait de comment la religion catholique peut un peu empêcher certaines choses, parce que d'autant plus, quand je disais qu'elles sont vraiment très différentes, c'est que dans le groupe, il y en a une qui est très catho et qui n'a pas envie de changer ça, et qui est complètement dépassée par le fait que, oh là là, on va vendre des copies de films de Super Love XL, tu vois. Donc c'est cool d'avoir pas forcément, tu sais, des fois on a des histoires de bandes où elles sont toutes
où elles sont toutes ensemble et donc du coup t'as pas forcément de divergence dans le groupe là, elles sont pas tout à fait d'accord, il y a des relations amoureuses, des relations amicales, donc ouais c'est très divers et varié. Je crois que pour finir tu voulais nous parler d'un petit ovni. C'est ça, une fois n'est pas coutume, je vais parler d'un roman qui s'appelle La Mâchoire de Caïn et qui vient d'être réédité au livre de poche. Et en fait, du coup, c'est La Mâchoire de Caïn, c'est un roman qui est paru la première fois en 1934 aux États-Unis, qui est un polar dont la particularité est que toutes les pages sont dans le désordre. Donc, c'est un jeu qui est au lecteur de découper les pages pour les remettre dans le bon ordre. On doit du coup lire chacune avec une attention toute particulière pour pouvoir. Il y a 100 pages en tout qui est à remettre dans le bon ordre. Donc, ça fait un nombre de possibilités quand même à très 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 élevé. Et la particularité aussi, c'est qu'il y a un coupon réponse à l'intérieur du livre qu'on peut découper et envoyer à l'éditeur si on pense avoir trouvé la solution, si on pense pouvoir remettre toutes les pages dans le bon ordre, si on pense pouvoir reconstituer l'enquête en quelques phrases. On peut envoyer son coupon réponse à l'éditeur avec 1000 € et 1 an de livre à gagner. Le concours avait déjà été fait aux États-Unis quand c'est sorti en 1934. Il n'y a que 3 personnes qui ont réussi à craquer l'énigme. Et pour l'instant, non, j'ai pas réussi, mais je ne doute pas que je vais y arriver parce que je suis depuis que quelques jours. Du coup, tu l'as. Mais du coup, il y a une réelle histoire. Enfin, il y a une réelle histoire. Tu comprends un peu les personnages sont introduits. Au début, tu comprends rien du tout parce que vraiment, tu commences pas par le début, quoi. C'est ça, la première page que tu lis, tu sais pas si c'est la 100e, la 50e ou la première vraiment page. Du coup, vraiment, toutes les pages ont été mises dans un ordre aléatoire et c'est à toi de reconstituer, mais il faut t'aider du coup de l'intrigue pour voir si on te dit, si on te présente un personnage, par exemple, tu sais que cette page arrive avant que quand son personnage est juste mentionné comme si tu le connaissais. Mais du coup, ça déconstruit tout à fait le concept d'un moment lecture où tu as envie de te poser, de suivre une histoire, parce que là, tu es en réflexion quand même. C'est pas une lecture de plage et tout, c'est vraiment un truc où c'est un jeu en fait. Mais c'est très très cool du côté de l'enquête. On est vraiment sur presque du cozy crime à la Agatha Christie. C'est anglais, oui. En plus, c'est anglais, oui, c'est ça. C'est américain, il me semble, mais il y a cette vibe un peu anglais où on va suivre différents meurtres, vraiment à la Agatha Christie. Mais non, c'est peut-être anglais, t'as raison. Ouais, c'est anglais. Ouais. Ok, mais ouais, franchement, c'est assez marrant comme objet, assez marrant. Du coup, si ça vous tente, vous pouvez tenter vous aussi de résoudre l'énigme. C'est très marrant à faire. J'ai peur que tu allais dire, vous pouvez tenter de gagner 1000 €, tu sais, on se retrouve sur les... en vous abonnant à l'Instagram. C'est ça. Ok, super, trop bien. De toute façon, on mettra les liens de toutes ces petites pépites. Moi, ça me donne envie, même si je pense que je vais m'énerver très très vite. Mais trop bien. Écoute, merci Marceau. Avec plaisir. Pour cette nouvelle émission. Nous, on se retrouve fin mars, pour parler de nos lectures. Et je vous dis à bientôt à vous. Donc, n'hésitez pas, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, on échange en commentaire, que ce soit sur la chaîne YouTube ou le compte Instagram comme dans ta bulle. On se retrouve aussi dans les prochains lives sur la chaîne Twitch du collectif Le Réseau qui produit ces émissions. Donc, on les aime, on les adore et on les applaudit. Voilà, n'hésitez pas aussi à suivre leur réseau. Et puis, on se dit à bientôt. À bientôt.